Merci pour cette invitation, c'est vraiment un honneur d'être ici et de présenter mes recherches dans ma ville natale. Il faut que je vous avoue que j'ai perdu l'habitude de parler de recherche en français. En ce moment, les seules personnes à qui je parle français sont des enfants très jeunes qui sont plus intéressés par les mammouths que la dynamique des calottes de glace. Donc je vous demanderai un petit peu de patience pendant que je cherche mes mots et aussi d'éviter de regarder trop près aux petites erreurs de français. Donc oui, on a parlé beaucoup de calottes de glace. C'était très intéressant de parler avec Michel de l'océan et des dynamiques des océans. On a vu que les calottes de glace, par leur effet sur la circulation atmosphérique et océanique, peuvent avoir un rôle clé dans notre compréhension de la dernière déglaciation. Donc je vais d'abord vous parler des calottes de glace, les introduire et quels processus sont importants pour leur déglaciation. On va ensuite parler de comment on modélise les calottes de glace, mais aussi comment on reconstruit leur évolution. Et j'aimerais parler des incertitudes. Les incertitudes, c'est important pour moi. Je sais que c'est aussi important pour Michel et d'autres collègues. Et dans la modélisation, pendant très longtemps, en particulier la modélisation du climat, on n'a pas trop quantifié les incertitudes, mais on commence à le faire maintenant. On va parler de ce qui cause ce qui induit des changements lents des calottes de glace, mais aussi ce qui induit des changements rapides et qui indiquent des instabilités ou des bifurcations, si vous voulez, dans les calottes. Et ensuite, je voudrais vous parler de résultats très récents qui indiquent qu'on peut utiliser les informations qu'on a sur la dernière déglaciation et sur le dernier maximum glaciaire pour mieux projeter le futur. Donc les calottes de glace, ce sont des masses énormes de glace qui reposent sur Terre. Il y en a deux en ce moment, Groenland et l'Antarctique. Et pendant les périodes glaciaires, il y en avait beaucoup plus, je vous montrerai ça. Ce qui est important pour comprendre les calottes de glace, il nous faut savoir que la neige s'accumule pendant des milliers et milliers d'années pour produire de la glace qui s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y a des couloirs de glace qui s'écoulent très rapidement. On appelle ça des ice streams. Il y a des parties de la glace, de la calotte de glace, où on a de la fonte en surface. Et il y a d'autres parties des calottes qui peuvent atteindre l'océan et flotter sur l'océan. On appelle ça les ice shelves. Et à ce moment-là, elles peuvent interagir avec l'océan. Et les calottes sont clés dans le système Terre, et il y a énormément d'interactions avec l'atmosphère et avec l'océan. Ça, c'est un diagramme très compliqué, mais juste pour vous montrer le nombre d'interactions et la complexité du système. Je simplifie ici. Voici les interactions qui sont les plus importantes, je pense, pour comprendre la dernière déglaciation. Donc on a les calottes de glace. Ce sont d'énormes montagnes blanches. Donc le fait qu'elles sont blanches et que ce sont des montagnes a un effet sur l'atmosphère qui refroidit et qui change la circulation. Et l'atmosphère a un effet sur les calottes par l'accumulation de précipitations, de neige, et aussi, par la température, induit la fonte des calottes de glace. Et ça, c'est important de savoir que c'est en deux sens, et que la meilleure manière de modéliser l'évolution des calottes, c'est de modéliser les calottes et l'atmosphère et l'océan. Et il y a aussi des interactions avec la terre ferme, donc le niveau de la terre et le niveau de la mer changent aussi durant ces périodes. Les calottes aussi apportent de l'eau douce aux océans, et on a vu que ça peut induire des changements océaniques, et l'océan peut fondre ou contribuer au changement des parties des calottes qui flottent. Donc on a maintenant on a fait énormément de progrès dans la modélisation des calottes durant les derniers 10 ans.
Il y a des modèles de 3 dimensions de différentes complexités. Les modèles les plus complexes, on les appelle les full Stokes. Ils ont tous les bilans de force et de stress. Mais ceux-là demandent beaucoup de temps pour utiliser ces modèles sur des ordinateurs très compliqués. Donc on a des approximations qu'on aime utiliser pour rendre les modèles plus rapides. Les premiers modèles qui ont été utilisés dans le paléo avaient une approximation qu'on appelle Shallow Ice Approximation. Je vous ai montré ici, pour ceux qui connaissent le domaine, le nom, des exemples de noms de modèles de glace, de calottes. Un que j'utilise s'appelle Glimmer. Et donc ces modèles sont très utiles pour modéliser les calottes de glace pendant les périodes glaciaires interglaciaires, en particulier si elles reposent sur la Terre et qu'il n'y a pas trop d'interaction avec les océans. Mais si on veut représenter ces interactions avec les océans, il nous faut des modèles un petit peu complexes. Et en particulier, moi j'utilise plus récemment ce qu'on appelle un higher order model, qui s'appelle Bicycles. Mais il faudrait que je vous dise que ces modèles, ce sont des principes de dynamique, mais les modèles ont aussi beaucoup plus de processus qui ne sont pas tout à fait faciles à représenter et où il y a beaucoup d'incertitudes. En particulier la manière dont on représente le forçage des océans sous les parties flottantes des calottes, ou la manière dont les calottes glissent sur la Terre. Donc, ce sont des processus qui sont encore peu contraints. Il y a beaucoup de recherches pour améliorer la manière dont ils sont modélisés. Donc Bicycles, comme je vous ai dit, c'est un modèle très intéressant parce qu'on sait que pour représenter certaines instabilités, en particulier les calottes qui interagissent avec l'océan, on sait qu'il nous faut une résolution très haute de l'ordre de 1 km. Mais ce sont des calottes qui font la taille de continents. Par exemple, ici, vous avez une calotte sur l'Antarctique, et ici, juste une toute partie de la calotte a été modélisée. On ne peut pas modéliser toute cette calotte avec une résolution de 1 km. Mais alors, certains de mes collègues, très doués, ont développé une manière d'adapter la résolution pendant qu'on simule cette calotte, pour qu'on puisse avoir une résolution très haute là où c'est important, alors que les parties plus lentes de la calotte ont besoin d'une résolution plus basse. Mais comme je vous ai dit, il y a encore de grandes incertitudes sur les mécanismes et sur les conditions qu'il y a sous les calottes de glace. Et même si on a une théorie sur les instabilités des calottes de glace, on a très peu d'observations. Il y a des signes qu'on approche des instabilités de certaines parties de l'Antarctique, mais nos observations sont très très courtes. Donc c'est intéressant de regarder le passé. Donc il y a aussi une partie importante pour modéliser les calottes qui est de regarder le bilan de masse de surface, qu'on peut approximer comme la précipitation ou la neige, l'accumulation de la neige, moins la fonte de la neige ou de la glace. Donc ça, c'est vraiment très simplifié. Mais je vous ai mis un diagramme ici pour vous montrer tous les processus qui sont importants pour le bilan de surface des calottes. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y a des modèles très simples qui ont été utilisés en paléo qui lient la fonte de la glace en surface à la température de surface, ce qu'on appelle positive degree day. Mais c'est un système très simplifié et on préfère maintenant modéliser le bilan de masse en utilisant le bilan énergétique. Et souvent, ces bilans énergétiques peuvent être calculés par des modèles climatiques complexes. Donc, vous voyez, vraiment, les calottes interagissent avec beaucoup de parties du climat. Et alors, il y a maintenant des modèles du système Terre qui incluent les interactions entre le climat et les calottes de glace. Mais ces modèles sont compliqués, ils demandent des gros ordinateurs, et ils ont été très peu testés en dehors du domaine historique.
Donc, c'est intéressant de regarder le passé, mais alors qu'est-ce qu'on sait sur les calottes du passé? Alors, il y a des choses qu'on sait très très bien. Par exemple, les calottes, pendant la période glaciaire, ont formé des moraines juste devant elles, des gros tas de terre, qui sont restés alors que la glace a disparu. Et on peut dater ces moraines et d'autres choses aussi par différentes méthodes. Alors, on connaît la position du maximum de l'avance des glaces, très très bien, mais il y a des incertitudes sur les dates et le retrait des glaces. Oh, pardon, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, pardon. Mais vous voyez ici plusieurs diagrammes qui vous illustrent les reconstructions qui ont été faites, qui nous montrent comment les calottes ont évolué durant la dernière déglaciation. Ici, c'est en Amérique du Nord, et vous voyez tous ces points sont des points qui ont été datés. Et ça nous permet de tracer des lignes qui nous montrent comment cette calotte a évolué. La calotte qui est sûrement la mieux décrite, c'est celle des îles britanniques, parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait pour reconstruire son évolution, et c'est une partie très petite. Donc au niveau de la mer, elle participe très peu au bilan du niveau de la mer, mais elle est très bien décrite, donc elle peut être utile pour développer les modèles. Et il y a une calotte aussi qui a couvert l'Europe du Nord. Ici, vous voyez beaucoup de points pour reconstruire son évolution. On peut aussi savoir où étaient ces couloirs d'écoulement rapide des calottes de glace. Vous voyez ici une carte. Je vais voir peut-être. Okay. Vous voyez ici la calotte de l'Antarctique, et en bleu les couloirs d'écoulement rapide de la calotte. Et à côté, vous avez la calotte de l'Amérique du Nord, qui vous montre aussi où on pense que ces couloirs d'écoulement rapide étaient. Et on sait ça en regardant ce qu'il y a au sol. Et on voit ici, ça s'appelle des megalineations, qui ressemblent beaucoup à ce qu'il y a maintenant sous la calotte de l'Antarctique. Et comme je vous dis, ça peut être intéressant d'utiliser ces données pour développer les modèles. Et par exemple, on a fait ça récemment. On a introduit des développements dans le modèle Bicycles qui lui permettent de générer ces ice streams, ces couloirs de glace rapides. Et on a vu que ça nous fait des ice streams exactement là où on sait qu'il y avait des ice streams dans le passé. Donc c'est un exemple d'utiliser le paléo pour améliorer les modèles qui sont utiles pour le futur. Maintenant, si on voudrait comprendre les changements de la dernière déglaciation, on veut savoir des contraintes sur le flux d'eau qui vient des calottes vers l'océan, parce qu'on sait que c'est important. Ça devient plus difficile de reconstruire ça. On peut le reconstruire par des données du niveau de la mer, par exemple, barrière de corail. Il y en a plein d'autres manières de reconstruire les changements du niveau de la mer et des manières de dater ces changements. Mais cela peut nous donner une idée du volume global de calottes de glace ou de glace sur Terre. Mais pour savoir les épaisseurs des calottes, ou alors le volume des calottes individuelles, combien de volume d'eau y avait-il en Amérique du Nord ou en Europe, ça devient plus compliqué. Il faut qu'on comprenne le rebond de la croûte terrestre, par exemple. Et il y a beaucoup plus d'incertitudes là-dessus. Je pense qu'il nous faut plus de travail pour comprendre et quantifier ces incertitudes. Alors, je voudrais parler maintenant d'iceberg, parce qu'on a beaucoup parlé de ça ce matin, et ça revient sans cesse, c'est Heinrich Events. On a des indications que ces petits cailloux ont été déposés au milieu de l'océan par des icebergs. Ça, c'est très clair, mais il y a beaucoup de questions à résoudre sur comment interpréter ces IRD. Est-ce que ça signifie une avance ou un retrait de la glace? On peut savoir d'où viennent ces icebergs, mais pas dans quelles conditions les icebergs ont été créés. Est-ce que ça signifie une instabilité
de la calotte de glace, ou peut-être un forçage climatique qui a produit un retrait de la calotte. Il y a aussi un rôle important du changement océanique. Si les icebergs ont été là au milieu de l'océan, c'est que les conditions océaniques ont pu leur permettre d'atteindre cette position. Donc, quels changements océaniques peuvent changer la quantité ou la présence de IRD. Donc, c'est vraiment difficile d'interpréter ça. Mais il y a aussi beaucoup d'autres données qui nous permettent de comprendre l'évolution passée des calottes, par exemple les traceurs géochimiques de la fonte de glace. Et aussi, il y a beaucoup de questions comment utiliser ces données. Et j'espère que dans le futur, on pourra mieux lier ces données avec les modèles de calottes. Donc, où étaient les calottes? Voici un diagramme qui nous montre juste au maximum glaciaire. Il y avait la calotte Laurentide, qui était connectée à la calotte de la Cordillère. Le Groenland était plus étendu que maintenant, et il y avait aussi une grosse calotte sur l'Europe du Nord. La calotte de l'Antarctique est aussi beaucoup plus avancée. Je vais plus parler aujourd'hui de la calotte Laurentide et Groenland. Et alors, comment a changé le niveau de la mer durant la dernière glaciation? On a vu quelques diagrammes, et en voici un autre. Et ce qui est important de voir ici, il y a plein de données et plein d'incertitudes sur ces données aussi. Mais on voit qu'il y a une hausse progressive du niveau de la mer, mais il y a aussi des accélérations du niveau de la mer. En particulier, il y a un événement qui s'appelle Meltwater Pulse 1A. Et on reviendra sur cet événement qui est assez intéressant. Donc, qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a produit les changements lents des calottes de glace? On peut poser cette question en utilisant des modèles. Et voici du travail que j'ai fait il y a longtemps maintenant. On avait le modèle HATSIM3, qui est un modèle dynamique de climat. Et on a utilisé des simulations pour forcer un modèle de calotte de glace. Donc vous voyez ici, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Il y a aussi une manière simple qu'on a utilisée de représenter le bilan de masse, donc quelques bémols sur ce travail, mais cela nous a permis de décomposer les effets des changements de gaz carbonique et des changements d'orbite, et de comprendre quel a été leur rôle sur la déglaciation de l'Amérique du Nord. Alors voici le résultat. Pour l'Amérique du Nord, la calotte de l'Amérique du Nord, on peut dire que l'orbite a causé la moitié de la déglaciation. 30% a été dû au gaz carbonique et autres gaz à effet de serre. Et l'interaction des deux a permis une fonte encore plus importante. Et c'est vraiment les changements d'orbite qui ont enclenché les changements de calotte. Je voudrais maintenant parler des changements plus rapides des calottes de glace et des instabilités. Alors que je vous ai dit, il y a eu un changement très rapide du niveau de la mer qui s'appelle Meltwater Pulse 1A, qui s'est passé il y a à peu près 14 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que cet événement semble s'être passé à peu près au même moment que le réchauffement rapide, le boiling warming. Et alors, ces événements sont énormes. On parle d'un réchauffement de 4 ou 5 degrés dans l'hémisphère nord en quelques centaines d'années, avec une bascule bipolaire, ici, et une hausse du niveau de la mer de 12 à 22 mètres en moins de 340 ans. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide en tant que hausse du niveau de la mer que ce qu'on prévoit dans les prochaines centaines d'années. Alors, pour savoir comment ces deux événements sont liés les uns aux autres, on peut, encore une fois, se tourner vers les modèles. Et ici, c'est une recherche qu'on a fait en utilisant 2 simulations de la dernière déglaciation. Donc, une qui... Alors, en vert, ici, vous voyez les données du Groenland qui montrent une période assez froide, ici, Heinrich Stadial 1, avec un réchauffement rapide. Et après, un refroidissement encore du Younger Dryas. Mais c'est difficile de représenter ces changements de température avec des modèles de climat.
parce qu'on ne connaît pas encore très bien la cause de ces changements climatiques, et c'est important de bien simuler les bifurcations dans les océans, c'est très compliqué. Donc une des simulations qu'on a utilisées, qui est avec le modèle FAMOUS, ne représente que les changements lents du climat. Une autre simulation peut représenter des changements climatiques qui ressemblent à ce qui s'est passé, et cela a été induit par des apports de housing, comme on a dit. On arrose l'Atlantique du Nord pour produire une période froide, on arrête d'arroser l'Atlantique du Nord et tout d'un coup, on a un réchauffement climatique qui est à peu près la bonne amplitude. Donc, on peut utiliser ces données encore, ces modèles, pour simuler l'évolution de l'Amérique du Nord. Et ce qui est important ici, c'est de vraiment explorer les incertitudes. Et on peut faire ça, on peut explorer les incertitudes en simulant l'évolution des calottes, non pas une fois, mais des centaines et des centaines de fois, en changeant les paramètres des modèles qui sont incertains. Alors, ce sont des paramètres qui influencent la dynamique des calottes, par exemple, la manière dont les calottes glissent à certains endroits, ou le bilan de masse des calottes de surface, par exemple. Et ensuite, c'est important de filtrer les résultats. Les centaines et centaines de simulations qu'on produit avec des grands ordinateurs, beaucoup de ces simulations ne vont pas être intéressantes parce qu'elles ne collent pas aux données, ou ne collent pas suffisamment aux données. Donc on peut comparer nos résultats à des reconstructions d'étendues de glace qu'on a. Alors, ce qu'on a trouvé par ce travail, c'est qu'on a découvert que les calottes continentales peuvent être instables par un mécanisme de saddle collapse. Et c'est un mécanisme très simple qui se passe quand plusieurs parties des calottes se séparent. Et cette séparation, c'est un point de bifurcation, un tipping point, si vous voulez, et à ce moment-là, ça produit une instabilité et une hausse très rapide du niveau de la mer. Le problème des instabilités, c'est que c'est très difficile de les simuler précisément, ou de simuler leur timing, les dates de ces instabilités. Et c'est là que c'est vraiment intéressant d'explorer les incertitudes, parce qu'on a plusieurs simulations qui produisent des résultats plausibles. Et ici, ça vous montre, tous ces points sont des simulations plausibles. Et la hausse du niveau de la mer en 340 ans, qui s'est produite juste après le réchauffement rapide. Alors maintenant, on regarde quel est l'effet de ce réchauffement rapide sur la calotte de l'Amérique du Nord, et on voit qu'en moyenne, il produit 4 mètres du hausse du niveau de la mer en 340 ans. Mais on voit aussi que certaines simulations produisent beaucoup plus de hausse du niveau de la mer, et en particulier celle du haut, là, qui produit 6 mètres, on voit que ce qui s'est passé, c'est que le réchauffement rapide a créé une fonte, mais a aussi enclenché l'instabilité de la saddle collapse. Et on voit que ça enclenche la séparation des deux parties de la calotte. Donc c'est très compliqué ce qui s'est passé durant la dernière déglaciation. Et on a encore beaucoup d'incertitudes. Et il y a plusieurs possibilités. C'est possible que... pardon, c'est en anglais ici. C'est possible que le réchauffement rapide ait enclenché cette saddle collapse, cette instabilité. Et à ce moment-là, l'Amérique du Nord aurait contribué beaucoup au Meltwater Pulse 1A. Mais c'est aussi possible que cette séparation se soit passée avant le réchauffement rapide. Et dans ce cas-là, l'Amérique du Nord aurait juste produit 3 à 4 mètres de hausse du niveau de la mer, ce qui est à peu près le tiers de l'événement total. Donc il y a d'autres contributions de l'Europe, du Groenland et de l'Antarctique. Et c'est aussi intéressant... Voilà. C'est aussi intéressant de voir la conséquence de cet événement sur le climat. Et ce qu'on a vu avec ma collègue Ruja Ivanovic, c'est que quand on met cette fonte d'eau
dans un modèle climatique, exactement où il est allé dans l'océan, ça produit un refroidissement avec une bascule bipolaire. Et ce refroidissement est de la même durée que le meltwater pulse, que la fonte d'eau. La fonte des glaces, pardon. Et donc, on ne sait pas ici quel est ce refroidissement. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé après le boiling warming, ici, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé avant? C'est vraiment difficile de savoir. Si le boiling warming a enclenché ce meltwater pulse 1A de l'Amérique du Nord, c'est aussi possible qu'il y ait eu une répercussion pour l'Antarctique, parce qu'il y a d'autres mécanismes d'instabilité des calottes de glace, en particulier quelque chose qu'on appelle Marine Ice Sheet Instability, et qui est on pense que c'est en train de se déclencher dans certaines parties de l'Antarctique maintenant. Et on sait très bien, de manière numérique, qu'il y a cette instabilité dans les parties flottantes des calottes de glace, ici. Si on déclenche un retrait de ces calottes, ici, quand la calotte est sur un lit qui fait comme ça, une petite pousse de la calotte produit un grand changement. C'est vraiment encore une instabilité. Et donc ce changement ici peut être produit par un réchauffement de l'océan ou un changement de circulation océanique près de la calotte, ou aussi par une hausse soudaine du niveau de la mer. Donc c'est possible que l'Amérique du Nord ait eu cette instabilité, que ça a haussé le niveau de la mer en Antarctique et que ça a enclenché une perte de glace en Antarctique. Donc vous voyez que ça devient très compliqué ici, ce qui peut-être s'est passé pendant les dernières déglaciations. Un événement plus simple, c'est l'événement qu'on appelle 8.2 Killary Event. Ça s'est passé il y a 8200 ans. Et c'est un refroidissement qui se voit très bien dans les carottes du Groenland. Ici, vous voyez ces calottes de glace. Ici, l'isotope des calottes de glace nous montre la température. Il y a un refroidissement qui a duré à peu près 160 ans et on fait à peu près 3 degrés de refroidissement au Groenland. Mais ce n'est pas que au Groenland que ça s'est refroidi temporairement, mais dans une grande partie de l'hémisphère nord. Et peut-être qu'on a aussi des signes de réchauffement dans l'hémisphère sud, donc une bascule bipolaire. Pendant très très longtemps, on a pensé que cet événement a été causé par un outburst, je ne sais pas comment dire, du lac qui était derrière la calotte de glace de l'Amérique du Nord. Donc ce lac, tout d'un coup, se serait vidé vers l'océan et aurait produit ce ralentissement de la circulation thermohaline et un refroidissement. Mais les modèles ne peuvent pas reproduire cet événement. Ce qu'on voit, c'est que quand on met ce flux d'eau très rapide, qui a duré peut-être quelques années ou plus, les modèles réagissent très vite et puis reviennent au normal. Donc on ne peut pas expliquer cette durée de refroidissement de 160 ans. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu la séparation de plusieurs calottes de glace autour de Hudson Bay, ici, donc c'est vers la fin de la déglaciation de l'Amérique du Nord, qui a produit cette instabilité, donc Hudson Bay Ice Saddle Collapse, qu'on appelle, avec une accélération du flux d'eau vers les océans. Et on a testé l'effet de cette accélération du flux d'eau sur le climat. Alors vous voyez, c'est un diagramme très compliqué. Ici, je vais essayer de l'expliquer. On a testé plusieurs flux d'eau. Ici, vous voyez ces triangles ici. C'est un flux d'eau de 4 mètres qu'on a mis en 100 ans ou un autre en 200 ans. Et alors, quand on a mis ce flux d'eau, ce pic d'eau de 4 mètres en 100 ans dans l'océan du Labrador, ça a créé un changement de l'AMOC et un changement de température au Groenland qui reproduit très bien
les données qu'on voit des calottes de glace. Donc vous voyez ça juste au-dessus. Les données de Groenland sont en bleu clair, et en rouge, c'est notre simulation et qui produit ce refroidissement de 3 degrés en 160 ans. Alors que quand on met juste l'effet du lac, on a vraiment un refroidissement qui ne se voit presque pas ici. Et c'est comme ça que le refroidissement est au niveau géographique. Donc c'est plus autour de l'Atlantique du Nord, mais vous voyez que on a une bonne correspondance entre les modèles et les données ici. Par contre, on a fait un peu plus de travail pour raffiner la modélisation des calottes de glace durant cet événement, la modélisation de l'Amérique du Nord, avec le modèle Bicycles. Et cette fois-ci encore en essayant d'explorer les incertitudes, donc de simuler beaucoup et beaucoup de possibilités, en variant la précipitation, les paramètres de fonte, les paramètres dynamiques et les conditions initiales. Et on arrive à bien reproduire l'évolution de la calotte de glace durant cet événement par rapport aux reconstructions de l'étendue de glace. Et alors ce qu'on voit cette fois-ci dans ce modèle, vous voyez ici la séparation des parties de la calotte qui se passe ici, et ça produit, vous voyez sur la droite ici, le flux d'eau qui vient de la calotte pour certaines simulations. Alors, je ne peux pas vous donner le détail, mais vous voyez ces pics ici sont l'effet de cette solid collapse. Mais cette fois-ci, on ne peut produire que 2 ou 3 mètres de hausse du niveau de la mer en 200 ou 400 ans. Donc ça, c'est à peu près la moitié de ce qu'il nous fallait dans notre modèle climatique pour produire notre événement climatique, notre refroidissement. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on arrive à montrer que HATCM3 n'est pas assez sensible à la fonte des glaces. Il y a des modèles maintenant beaucoup plus compliqués. Il serait intéressant de voir s'ils peuvent produire cet événement avec la bonne quantité d'eau. Donc cet événement, 8.2 Killer Event, pourrait être utilisé pour tester les modèles climatiques. Donc c'est intéressant que cet événement, il est suffisamment simple, et on voit que les calottes de glace ont une conséquence sur le climat. Alors que l'événement précédent, de boiling warming et de meltwater Botswana, est beaucoup plus complexe. Et cette fois-ci, c'est plus le climat qui a influencé les calottes, et après, il se passe des choses compliquées qu'on ne comprend toujours pas. Mais toutes ces données, on a parlé beaucoup du passé, et c'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Mais ce qui serait encore mieux, c'est d'utiliser ce qu'on sait pour améliorer nos projections du futur. C'est difficile à faire, mais c'est quelque chose qu'on commence à faire dans mon groupe. Alors pour projeter les changements des calottes, on peut utiliser des modèles de climat couplés aux calottes de glace, les comparer aux observations, comme je vous ai montré précédemment, pour essayer d'avoir une distribution de probabilité du changement du niveau de la mer. On peut faire ça pour le futur, on fait ça beaucoup pour le futur. Ce qu'on propose de faire, nous, c'est de faire ça aussi pour le passé et de lier ce qui se passe pour le passé, le présent et le futur. Pour ce travail, on utilise des modèles simples et plus simples que ceux qui sont utilisés dans le futur ou pour simuler le futur. On utilise des modèles simples parce qu'ils sont rapides et qu'on peut simuler les évolutions beaucoup de fois. Donc on peut vraiment avoir des simulations très longues, des périodes glaciaires, et pas juste quelques simulations, mais des centaines et des centaines de simulations. Donc FAMOS, c'est un modèle complexe de climat, mais à résolution basse. Et on utilise ici le modèle Glimmer. On peut aussi utiliser couplé directement avec Bicycles, ce qu'on commence à faire, mais je ne vais pas vous montrer ces résultats encore. Et ce qu'on a vu, dès qu'on a commencé à utiliser ce modèle couplé
pour simuler le dernier maximum glaciaire, c'est que la calotte de l'Amérique du Nord disparaît. Elle disparaissait tout d'un coup comme ça. C'était impossible de maintenir une calotte sur l'Amérique du Nord dans les conditions glaciaires. Donc c'est vraiment, on a vu que le modèle ne marchait pas. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'explorer les incertitudes pour voir s'il y avait des combinaisons de paramètres qui nous aidaient à maintenir une calotte de glace pendant cette période. Donc on a modélisé le dernier maximum glaciaire, last glacial maximum, en partant d'une calotte réduite sur l'Amérique du Nord, en utilisant le protocole PMIP4. On a utilisé le même modèle, Famous et Glimmer, pour simuler le moderne ou historique. On part maintenant d'une calotte de glace du Groenland moderne, et c'est des simulations assez simples. On part d'une calotte moderne et on fait des simulations pendant 1000 ans pour voir si ça dévie de cette condition initiale. Et ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de déviations. Donc on voudrait qu'il n'y ait pas trop de changements par rapport au moderne, donc pour cette simulation historique. Pour le futur, par contre, ce qu'on fait, c'est aussi une simulation idéale. Ce n'est pas une simulation des prochaines 100 ans, c'est qu'on prend les concentrations de gaz à effet de serre de la fin de 2100 en utilisant le scénario RCP 8.5. Donc ça, c'est le scénario où on émet énormément de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et on utilise cette concentration, et on la fixe pendant 1000 ans, et on voit les changements de Groenland. Donc ce qu'on voit, c'est pas une projection de changements futurs de glace, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de lier la sensibilité du Groenland au futur et la sensibilité au maximum glaciaire. Une fois encore, on quantifie nos incertitudes en simulant, en utilisant notre modèle des centaines ou des milliers de fois même, cette fois-ci, et vraiment en utilisant beaucoup d'ordinateurs très complexes. On varie les paramètres glaciaires et les paramètres climatiques et les paramètres, les conditions d'océan de surface. Et ce qu'on utilise, c'est une émulation. Ce sont des modèles statistiques assez simples qui nous permettent d'interpoler, si vous voulez, entre nos résultats pour avoir vraiment une meilleure idée de ce qui se passe. Et on compare nos résultats à ce qu'on sait du présent. Donc on veut que notre simulation historique ne dévie pas trop du présent. Et au paléo, on a une idée de limite de ce qui est possible au niveau du volume de glace, et aussi on a des très bonnes données sur l'étendue de glace. Et alors ce qu'on voit, je vais vous montrer ça d'abord, si j'ai le temps. Alors, ce sont vraiment des résultats très très récents. Donc ne regardez pas trop les nombres, je ne vous ai même pas mis d'unité ici, donc vous ne pourrez vraiment pas regarder. Ce que je voudrais ici, c'est d'illustrer ce qu'on peut faire et ce qui peut se passer quand on utilise des données du passé pour contraindre le futur. Donc si on utilise toutes nos simulations du futur, vous voyez en rouge ici, la distribution du changement d'étendue de glace au Groenland. Quand on utilise nos contraintes historiques, donc on veut que notre simulation ne change pas trop par rapport à la configuration moderne, ça nous permet de réduire un petit peu la queue ici de la distribution. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on utilise nos contraintes du maximum glaciaire, avec nos contraintes du moderne, ici, on a vraiment une distribution beaucoup plus étroite. Donc on a tendance à vraiment décider que toutes ces simulations qui perdent beaucoup de glace ne sont pas possibles. Donc c'est vraiment des résultats préliminaires, et ce que je pense ici, c'est que le maximum glaciaire est intéressant pour vraiment tester la possibilité de ce modèle à simuler des calottes différentes du présent, mais que c'est une calotte stable. Et alors, si on utilise des données des instabilités des calottes, ou durant la dernière déglaciation,
on pourrait raffiner et tester ce résultat. Donc voilà, en sommaire, je vous ai montré que les calottes, il y a plusieurs mécanismes d'instabilité des calottes qui peuvent produire des changements très rapides du niveau de la mer, qui ont influencé la circulation océanique. Mais il y a aussi des événements, donc il y a des événements assez simples, 8.2 killer event, où on peut vraiment voir ce lien entre les fonds des calottes et le climat. Mais il y a aussi des changements beaucoup plus compliqués, où il faut vraiment comprendre la stabilité de l'océan et les instabilités dans l'océan, et comment ça fonctionne avec les instabilités dans les calottes de glace. Et les connexions entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc voilà, en conclusion, il y a vraiment une mine d'or de données géologiques, et quand on les combine à des modèles de climat-calotte, on peut réussir à améliorer les projections du futur, mais ça demande beaucoup plus de travail. Merci beaucoup.